Rebonjour, c'est encore moi et on va démarrer la réalisation du cas Prévi que vous avez dans votre polycopier. Prenons connaissance tout d'abord du contexte. L'entreprise Prévi fabrique un produit P dans deux ateliers correspondant respectivement au centre d'analyse CA1 et CA2. Pour le mois de mars, nous disposons de deux sortes d'informations. D'une part, les données prévisionnelles qui sont dans l'annexe 1. Donc ce sont des données telles que vous les aviez estimées au début de l'année. D'autre part, on vous fournit également les données réelles qui sont en annexe 2, telles qu'elles ont été constatées à la fin du mois de mars. Donc vous voyez dans l'annexe 1 tout d'abord un tableau prévisionnel de répartition des charges indirectes pour l'activité prévue. On vous précise que la production prévisionnelle est de 2000 unités. On vous donne les standards techniques pour la production du produit P et les standards de prix concernant les charges directes. Dans l'annexe 2, ce sont les données réelles, c'est-à-dire ce qui a été réellement consommé. On constate que la production s'est finalement élevée à 1900 unités, donc elle n'a pas été égale à la production prévue. On vous donne les consommations de matières premières à la fois en kilos et en valeur. Pareil pour la main-d'œuvre directe et pareil pour le montant des charges indirectes. Dans un premier temps, on vous demande de présenter le budget flexible du centre d'analyse CA1. Donc tout d'abord sous la forme d'une équation en désignant par X le nombre d'unités d'œuvre et par Y les charges correspondantes. Donc on se réfère au cours, on vient de voir la notion de budget flexible et dans le cours on a vu que le budget flexible d'un centre d'analyse peut se représenter sous la forme d'une équation BF où Y égale AX plus B. A représente le coût d'unité d'œuvre variable, X représente l'activité et B représente les charges fixes. On va de fait consulter le tableau prévisionnel de répartition des charges indirectes pour l'activité prévue afin de retrouver ces informations. On commence par A. Donc A, on a dit, c'est le coût d'unité d'œuvre variable. Donc on est ici dans le centre d'analyse CA1. Où se trouve ici le coût d'unité d'œuvre variable? Eh bien regardez, on va dans la colonne variable, on va ici sur la ligne coût d'unité d'œuvre et on se retrouve avec un coût d'unité d'œuvre de 2. Par ailleurs, on vous dit que l'équation de ce budget flexible est également fonction des charges fixes. On est toujours dans le centre CA1 et le montant des charges fixes ici s'élève à un total de 40 000 €. L'équation du budget flexible du centre d'analyse CA1 s'élève donc à Y égale 2X plus 40 000. Évidemment, si vous aviez dû trouver le budget flexible pour le centre CA2, vous auriez trouvé Y égale 3X plus 15 000. On continue avec la présentation du budget flexible pour différents niveaux d'activité. Donc, on va suivre l'équation que l'on vient de trouver, Y égale 2X plus 40 000, et on va remplir de fait le montant des charges fixes. Ici, on considère qu'on est sur le même palier, donc du coup, on a identifié les charges fixes comme étant égales à 40 000. On va simplement remplir la ligne des charges fixes pour 40 000. Ensuite, on va déterminer le montant des charges variables. Selon l'équation, le coût d'unité d'œuvre variable est de 2 € par unité. Donc on va faire 2 € fois le niveau d'activité, donc 2 fois 8 000, 2 fois 9 000, 2 fois 10 000, 2 fois 11 000 et 2 fois 12 000. Ce qui va nous permettre de trouver le montant des charges variables et de fait le montant des charges totales qui correspond à l'addition des charges fixes et des charges variables. Vous allez ainsi pouvoir trouver le coût d'unité d'œuvre avec sa partie fixe et sa partie variable, et donc le coût d'unité d'œuvre total. Donc la ligne coût d'unité d'œuvre n'est pas à remplir, il faut juste remplir les 3 dernières lignes. Donc essayez bien sûr de faire pause pour retrouver ce coût d'unité d'œuvre fixe, variable et total, et vérifier vos résultats après. Voilà, donc j'ai trouvé ici un coût d'unité d'œuvre fixe ici de 5. Comment est-ce que j'ai trouvé ce coût d'unité d'œuvre fixe? Eh bien, j'ai été prendre ici le montant de mes charges fixes qui s'élève toujours à 40 000, vous le voyez, c'est toujours égal à 40 000. Et j'ai divisé ici par mon niveau d'activité qui est exprimé par des unités d'œuvre. Même chose pour tous les autres coûts d'unité d'œuvre fixes de la ligne. Pour le coût variable, pour trouver les charges variables, en fait, vous avez fait à chaque fois 2 multiplié par le niveau d'activité. Donc forcément, le coût d'unité d'œuvre variable, il est constant, il est égal à 2 partout. Mais bien évidemment, pour le retrouver, vous prenez les charges variables et vous divisez par le niveau d'activité. De fait, votre coût d'unité d'œuvre total est égal à l'addition de votre coût d'unité d'œuvre fixe
et de votre coût d'unité d'œuvre variable. Vous pouvez ainsi déterminer très facilement l'équation qui donne le coût d'unité d'œuvre du centre CA1, puisqu'il est composé, ce coût total ici, à chaque fois d'une constante qui est égale à 2, et il est composé d'un coût d'unité d'œuvre fixe qui est toujours égal à 40 000 divisé par le niveau d'activité que l'on désigne ici par X. Le coût d'unité d'œuvre du centre CA1 est donc égal à U, je vais appeler U pour unité d'œuvre, égal à 2 plus 40 000 divisé par X. Donc je reprends, 2 c'est le coût d'unité d'œuvre variable qui, vous le voyez, est constant partout. Et 40 000 divisé par X, c'est le montant à chaque fois des charges fixes divisé par à chaque fois le montant de l'activité. Voilà pour cette deuxième question. On passe maintenant à la troisième question, qui est une question classique dans le cadre des coûts préétablis, c'est déterminer une fiche de coût préétabli pour la production du mois de mars. Alors une fiche de coût préétabli, c'est le coût prévisionnel d'un produit, j'ai bien dit d'un produit, donc on va faire un raisonnement unitaire, où on va décomposer ce coût entre des charges directes et des charges indirectes, et on va déterminer de façon prévisionnelle le coût des différents composants. Donc qu'est-ce qu'on a dans une fiche de coût préétablie? On a dit des charges directes et des charges indirectes. Les charges directes, ce sont les matières. Alors, regardez dans votre contexte, combien est-ce que de matière il y a pour la production du produit P? Vous regardez dans votre annexe et vous voyez qu'il y a deux matières, une matière M1 et une matière M2. Donc, vous aurez donc de fait deux lignes pour ces matières consommées, M1 et M2. Ensuite, dans les autres charges directes, vous avez de la main-d'œuvre directe du centre d'analyse CA1 et main-d'œuvre directe CA2. Donc ça vous fera deux lignes supplémentaires. Et on finira par des charges indirectes, les charges indirectes du centre d'analyse CA1 et les charges indirectes du centre d'analyse CA2. Vous allez donc pouvoir remplir les éléments de votre tableau. Maintenant, vous allez chercher pour chaque élément la quantité standard, c'est-à-dire la quantité que vous êtes censé utiliser pour la production d'un produit P, et le prix standard concernant vos différents éléments. Alors vous allez vous référer très simplement aux annexes, à l'annexe 1, qui comporte des données prévisionnelles. Dans l'annexe 1.2, vous allez retrouver les standards techniques, c'est-à-dire les quantités que vous êtes censé consommer. Et dans l'annexe 1.3, vous allez trouver les standards de prix concernant les charges directes. Vous n'avez donc qu'à remplir et qu'à combiner ces éléments. Donc par exemple ici pour la matière M1, on a 3 kg qui sont censés nous coûter 12 € le kilo. Donc on va simplement remplir la première ligne en faisant 3 fois 12. On ne cherche pas à multiplier par la quantité prévisionnelle, puisque c'est la fiche de coût préétablie pour une unité. Alors j'ai été un petit peu vite, du coup j'ai rempli pour tout ce qui était facile, puisque ce n'est que de la recopie quasiment de l'énoncé. Normalement vous devriez bloquer à ce stade. Au niveau des charges indirectes, on vous disait bien le nombre d'unités d'œuvre consommées pour le centre CA1 et pour le centre CA2, mais vous êtes bloqué au niveau du coût d'unité d'œuvre, parce qu'il n'est pas marqué dans les standards de prix. Les standards de prix, en fait, ils concernent que les charges directes. Donc forcément, il va falloir vous servir de votre tableau de répartition ici des charges indirectes, tableau prévisionnel, et vous allez devoir, pour le centre CA1, considérer le coût d'unité d'œuvre. Alors le problème, c'est qu'il y a une part fixe et une part variable. Eh bien, très simplement, vous allez les additionner. On a une part fixe qui est à 4 €,, une part variable qui est à 2 €. Le coût d'unité d'œuvre du centre CA1 s'élève donc à 6 €. Ce qui nous donne 5 fois 6, soit égal 30 €. Vous allez me faire la même chose pour le centre CA2. Et vous allez pouvoir déterminer le coût préétabli d'un produit en faisant le total de tous vos éléments. C'est bon, vous avez trouvé, vous avez fait 1 plus 3, 1 plus 3 ça fait 4, et du coup vous avez fait 7,5 fois 4, ça vous donne 30 €, et en faisant le total de tous vos éléments de coût, vous trouvez un total de 400 €. Donc chaque produit a un coût prévisionnel de 400 €. Vous savez désormais que chaque produit a un coût prévisionnel de 400 €. Vous allez pouvoir donc aisément calculer le coût préétabli, ou le coût prévisionnel de la production du mois de mars. Mais attention, cette production du mois de mars, il faut considérer soit la production prévisionnelle, soit la production constatée. Considérons dans un premier temps la production constatée.
combien est-ce qu'on a effectivement produit pendant le mois de mars. Eh bien, on va aller regarder dans l'annexe 2 au niveau des données réelles et on voit que pour le mois de mars, il y a 1900 unités du produit P qui ont été fabriquées. Or, on vient de calculer qu'un produit est censé nous coûter 400 €. Donc, pour avoir le coût préétabli de la production constatée, on va simplement faire 400, ce qui est censé nous coûter un produit, multiplié par la production réelle, la production constatée, 1900. Donc, on est censé consommer au total 760 000 € de charge. Mais ça, ce n'est pas le coût préétabli de la production prévue. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas prévu de produire 1900 produits, on avait prévu d'en produire 2000. Donc si on veut calculer le coût préétabli de la production prévue, on va simplement prendre les 400 € que sont censés nous coûter un produit et on va multiplier par 2000. Donc coût préétabli de la production prévue, 400 fois 2000 égale 800 000 €. C'est simple, hein? Cherchez pas de piège, il n'y en a pas. C'est hyper simple. Vous prenez la production d'un produit, vous multipliez par la quantité, soit la quantité réelle, soit la quantité prévisionnelle. Il n'y a rien de compliqué. Maintenant, on va essayer de remplir un grand tableau, alors qui a l'air très grand comme ça, très compliqué, mais là aussi, rien de bien compliqué. On va se servir des données réelles et des données prévisionnelles pour compléter, alors d'une part, le coût réel constaté, et d'autre part, le coût préétabli qui a été recalculé pour la production réelle de 1900 produits. On commence par calculer le coût réel constaté. Forcément, vous allez chercher les informations sur les charges qui ont été consommées, vous allez chercher dans l'annexe 2 et vous allez pouvoir remplir très aisément cette partie. Donc regardez ici dans l'annexe 2, vous avez ici votre production, donc 1900 unités du produit P ont été fabriquées, et on vous dit exactement tout ce qui a été consommé. Donc la matière M1, la matière M2, la main d'œuvre, les charges indirectes. Finalement, tout est donné, il n'y a qu'à recopier, à faire des multiplications ou des divisions selon la nature des informations qu'on vous donne. Donc, par exemple, pour la matière M1, on vous dit qu'il y a eu 6080 kg consommés pour 76 000 €. Attention, ce n'est pas 76 000 € pour 1 kg, c'est 76 000 € en tout. Du coup, vous allez pouvoir remplir aisément la ligne 1. Voilà, je vous ai montré pour la matière M1. Je vous laisse faire pause, remplir pour la matière M2, la main d'œuvre et les charges indirectes. Vous me calculez le coût total et vous enlevez la pause quand vous avez terminé. J'espère que vous jouez le jeu, puis que vous ne recopiez pas bêtement parce que ça ne sert à rien. Vous devez trouver normalement un total de 823 826, sauf erreur de ma part. De mémoire, il y avait toujours une petite coquille dans cet exercice-là, mais je crois que je l'ai rectifié et qu'on doit pas être mal. Ensuite, on continue. On va comparer en fait ce coût réel constaté au coût préétabli de la production réelle. Donc en fait, c'est les prévisions de consommation de l'entreprise pour le même niveau de production que la production réelle. On avait prévu de produire 2000 produits, mais on ne va pas comparer une production de 2000 produits à une production de 1900 produits. Donc pour que la comparaison soit pertinente, on va simplement comparer le coût réel constaté et le coût préétabli de la production réelle. Pour cela, vous allez vous servir de votre fiche de coût unitaire préétabli. Alors, dans cette fiche de coût unitaire préétabli, il est noté que pour la matière M1, on est censé consommer 3 kg de matière M1 pour un produit. Mais là, on n'est pas en train de produire un produit, on est en train de vouloir déterminer la consommation prévisionnelle pour 1900 produits. La quantité de matière M1 qu'on est donc censé consommer est de 3 fois 1900. Ça nous donne donc 5700 kg de matière M1 qu'on est censé consommer. Cette matière M1 nous coûte de façon préétablie 12 €, c'est le coût prévisionnel. On va donc multiplier par 12 pour trouver le montant. Une fois que vous avez compris pour la matière M1, vous faites la même chose pour la matière M2, la main d'œuvre et les charges indirectes, et vous vérifiez à la fin votre résultat. Donc prenez le temps de faire pause et calculez vous-même votre tableau. Et vous trouvez normalement les résultats suivants. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de surcharger votre tableau comme je l'ai fait en mettant le détail de tous les calculs au niveau de vos quantités. L'essentiel, c'est que vous ayez compris. Une fois que vous en êtes là, eh bien, vous allez pouvoir pour la première fois calculer des écarts. Les écarts, c'est faire la comparaison entre les coûts qui ont été constatés et les coûts qui étaient
prévu. Bien évidemment, ici, cette comparaison est pertinente puisqu'on est en train de calculer des écarts pour une même production. Le coût réel constaté a bien été calculé pour une production réelle de 1900 produits et le coût préétabli est également calculé pour une production réelle de 1900 produits. Donc on va calculer l'écart, alors c'est simple, vous prenez simplement le coût de ce qui a été consommé pour la matière M1, 76 000, moins 68 400. Vous calculez votre écart et vous trouvez un écart ici qui est positif, qui est de 7 600 €. Alors cet écart est positif, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Vous regardez, en fait vous aviez prévu de consommer 68 400, mais vous avez consommé plus que prévu. Donc cet écart de 7 600 € correspond à un écart défavorable, puisqu'il va falloir expliquer pourquoi vous avez consommé plus que prévu. On va donc dans un premier temps calculer les écarts et ensuite on va apprendre à les analyser. Donc ici pour le premier 7600, pour le deuxième pareil, on fait la différence entre les 126 450 et les 140 600. On trouve ici cette fois-ci un écart qui est négatif, on ne va pas écrire que l'écart est négatif, on va dire que l'écart est de 14 150 et que c'est un écart qui est cette fois-ci favorable. Pourquoi? Parce qu'on a constaté un coût réel qui est plus faible que le coût que l'on avait prévu. Vous faites la même chose pour la main-d'œuvre et pour les charges indirectes, en positionnant bien les écarts dans la bonne colonne. Voilà, on a fini de calculer nos écarts. On va donc pouvoir finir le tableau en calculant un écart global entre le coût réel constaté et le coût prévisionnel. Cet écart peut se calculer de deux manières. Soit vous faites la différence entre le coût constaté et le coût prévisionnel qui est ici pour trouver votre écart qui est globalement défavorable puisqu'on a supporté un coût qui est plus élevé que celui qu'on avait prévu. Soit vous faites la somme ici de tous vos écarts en calculant tout en bas ici le total des écarts favorables, le total des écarts défavorables. Et en faisant une soustraction, vous trouvez que globalement, on a un écart défavorable de 63 826. Maintenant, il va falloir analyser. Donc, pour analyser, vous allez commencer toujours par le plus général. Donc, le plus général, c'est de dire que ici, vous avez globalement un écart qui est défavorable car l'entreprise a consommé plus de coûts que ce qui était prévu. Si elle a consommé plus de coûts que ce qui était prévu, eh bien forcément, il faut chercher les causes du côté des écarts défavorables. Donc le principal écart défavorable, il est ici, au niveau de la main-d'œuvre, puis au niveau des charges indirectes, puis au niveau de la matière M1. Alors, voyons ce qui s'est passé au niveau de la main-d'œuvre directe CA2. Si l'écart ici est défavorable, cela peut venir soit de la quantité, soit du prix. En l'occurrence ici pour la main-d'œuvre du taux horaire. Regardons ce qui s'est passé au niveau de notre main-d'œuvre. Ici, on constate qu'on avait prévu de consommer 14 250 heures de main-d'œuvre et qu'on en a consommé 16 150. On a donc utilisé plus de main-d'œuvre que prévu. C'est une des premières raisons ici du dérapage des coûts. Et par ailleurs, on avait prévu que le taux horaire soit de 24 € et il a été de 25 €. Là aussi, vous avez une deuxième cause de dérapage des coûts. On fait la même chose au niveau de la matière M1. Au niveau de la matière M1, on avait prévu de consommer 5700 kg de matière et on en a consommé 6080. On a donc consommé plus de matière que prévu. Là aussi, c'est une mauvaise chose. Au niveau du coût de ces matières, on avait prévu que le prix de ces matières soit de 12 € et finalement, il s'est élevé à 12,50 €, c'est plus cher que prévu. Donc il y a aussi quelque chose à chercher au niveau des fournisseurs. On peut se demander pourquoi les tarifs de nos fournisseurs ont augmenté comme ça. Enfin, au niveau des charges indirectes, vous avez ici 14 250 unités d'œuvre qui sont censées être consommées et on en a consommé plus que prévu. Et pareil, au niveau du coût unitaire de la main-d'œuvre, il devait coûter 4. Pas de la main-d'œuvre, pardon, de l'unité d'œuvre, et il a coûté 4,60. Donc ici, qu'en fait, on est sur un cas un petit peu particulier où tout est défavorable. Voyons maintenant les écarts favorables. Pour les écarts favorables, je vais essayer de changer de couleur de surligneur.
Donc on a par exemple le principal écart favorable ici qui est de 14 150. À quoi est-ce dû? Eh bien regardez ici, pour la matière M2 on était censé en consommer 3800 kg, puis finalement on en a consommé que 3515. On a donc consommé moins que prévu, c'est une bonne chose. Et pour le prix, c'était censé nous coûter 37 € le kilo, et ça nous a coûté en fait 36 € le kilo. Le prix au kilo a donc été également à notre avantage. Pour l'écart favorable ici de 8056, c'est un peu long mais je préfère le faire plusieurs fois pour que ça rentre bien. Donc j'analyse celui-là parce que c'est l'écart en valeur qui vient après qui est le plus fort. J'avais ici 9500 unités d'œuvre prévues et j'en ai consommé que 8740. J'avais un coût d'unité d'œuvre prévu de 6, il a été de 5,60. Donc ici, là aussi, une consommation qui a été favorable. Et enfin ici, j'ai une main d'œuvre ici avec un nombre d'heures de main d'œuvre consommées plus petit que prévu. Et donc j'ai un écart favorable ici, et ce, malgré le fait que le taux horaire de la main d'œuvre ici a été plus élevé que prévu. Donc vous voyez que c'est pas parce qu'on a consommé moins de temps de main d'œuvre que forcément le taux horaire il a été plus faible. Donc là le taux horaire a évolué de façon défavorable, et pour autant à la fin on a quand même un écart favorable. Donc en fait il faut noter tout ça avec des phrases qui vont être organisées. Donc on va noter, là vous avez de la place sous votre tableau. Alors on va simplement se contenter de noter ce qui explique ici l'écart défavorable sur le coût de production, écart défavorable de 63 826, où on a, vous l'avez compris, consommé plus de charges que prévu. Alors attention, on ne peut pas parler d'évolution, même si des fois le vocabulaire m'échappe, c'est pas une évolution parce que c'est pas ici une comparaison dans le temps, c'est vraiment une comparaison entre une prévision et une réalisation. Donc il ne faut pas me rédiger dans votre analyse de dire le coût a évolué, le nombre de kilos a évolué. C'est pas du tout ça. C'est on a consommé plus que prévu ou on a consommé moins que prévu. Donc l'écart global défavorable sur le coût de production est dû essentiellement à un écart défavorable pour la matière M1 de 7600 €, puisque la quantité consommée est plus importante que prévu, ainsi que le coût unitaire de la matière M1. On pourrait même rajouter entre parenthèses l'écart entre les kilos consommés et l'écart de prix. C'est également lié, on l'a dit, à un écart défavorable de 61 750 € sur la main-d'œuvre directe du centre d'analyse 2. Le nombre d'heures consommées est plus important que prévu, ainsi que le taux horaire. On aurait pu d'ailleurs commencer par cet écart défavorable, puisque c'est lui qui représente l'écart en valeur le plus important. Donc si on considère toujours qu'on fait du plus général au plus particulier, on aurait pu commencer par celui-là. Et enfin, un écart défavorable de 17 290 € sur les charges indirectes du centre d'analyse CA2. Le nombre d'unités d'œuvre consommées est plus important que prévu, ainsi que le coût d'unité d'œuvre. Voilà pour cette première application qui vous a permis de calculer vos premiers écarts. Félicitations à vous. Je vais vous inviter maintenant à faire deux exercices. Un exercice très simple où il y a simplement une fiche de coût préétablie à faire, qui s'appelle fiche de coût standard, mais c'est une fiche de coût préétablie. Donc il faut juste extraire les informations du contexte. Et un cas un petit peu plus complet qui ressemble à celui-là, où vous avez à la fois la fiche de coût préétablie et un tableau de comparaison à faire. Avec des écarts à calculer. Bon courage! Vous avez bien entendu, j'ai pas dit que c'était fini, faut pas fermer son cahier, faut démarrer des exercices. Bon, d'accord, vous pouvez prendre une petite pause, tout ça, boire un petit coup, mais surtout, ne négligez pas ces exercices, c'est des exercices très simples, c'est des exercices d'application concrète du cours, là, donc il faut vraiment que vous maîtrisiez les bases pour qu'on puisse faire les exercices plus compliqués la semaine prochaine. Je vous rappelle qu'il y a un terreau bientôt. Allez, bon courage. N'hésitez pas à poser vos questions sur Skype. À bientôt.